père. Oui, c'est très compliqué. Hein. Sur deux jambes, c'est très très compliqué. C'est bon, arrête-toi là. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, hop, voilà, voilà. Arrête-toi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ah. Toi devant lui. Nao, Nao, présente-toi. Nao. Alors qu'il a les yeux rouges comme ça, c'est qu'il a... Nao. Ouais, pour l'instant, les yeux blancs. Ah, moi, il ne faut pas que je lui parle, sinon il m'entend. Nao, présente-toi. C'est parti. Ah, Il y a toujours un latence. il y a de la latence. Bonjour, je m'appelle Nao. Je suis un robot humanoïde, imaginé et conçu en France. Livré avec un logiciel et entièrement programmable. Je suis autonome et me connecte à Internet grâce au Wi-Fi. Je peux reconnaître votre visage, répondre à vos questions, jouer de la musique, attraper des objets et aussi jouer au foot. Il y a plus de 7000 Nao en utilisation tout autour du monde, dans les universités et laboratoires. Voulez-vous d'autres détails techniques? Attends. Non, parce que sinon, on en a pour 2 heures. Écoute, non, c'est bon, merci. Par exemple, tu peux... Attends, c'est moi qui parle, tu te rappelles? Voilà, c'est moi. Écoute, Nao, écoute-moi. Il faut qu'il... En fait, pour qu'il y ait vraiment un état, il faut que c'est bascule. Là, il me reconnaît, il sait qui je suis. Là, parce qu'il est un peu à force, ça fait que 8 ans. Là, voilà, là ça l'énerve un peu. Voilà. Chante une chanson. Par exemple, tu vas faire The Voice. Chante une chanson. Allez, pour les gens. Tu veux pas chanter? Je suis pas très douée, mais si tu veux. Je le sais, ça. Allez, vas-y. Allez, vas-y. So, a deer, a female deer, Ray, a drop of golden sun, me, a name I call myself, far along the way to run. So, a needle Non, mais arrête, going c'est bon. a note to follow. So, Là, c'est bon. a drink with jam and bread. Allez. That will bring us back to dough. Voilà, merci, c'est bon. Et voilà. Merci. Vraiment, merci, parce que là, vraiment... Alors là, on va... Oui, mais après, on va lui demander, tiens, Nao, assis-toi là. Assis-toi. Allez, on t'a monté là, mais c'est pas grave. Assis-toi. Alors, des fois, il fait comme les enfants, hein. Il n'écoute pas du tout. Alors, ça ne veut pas dire que les enfants, il y a des personnes... Nao, tiens, regarde-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien là-bas. Ah, les gens. Oui, écoute-moi. Voilà, c'est moi. Écoute-moi. Là, tu m'entends? Assis-toi. Si, il va s'asseoir. Parce que sinon, assis-toi. Allez, Je dis vraiment que je m'asseye? Oui. Assis-toi. Là, allez. Assis-toi. Allez. Il n'est pas intéressé. Ça, c'est comme le... Assis-toi. C'est pas français. Assis-toi. Allez. Ou alors je te couche. Hein. Mais alors là, ça ne va pas te plaire. Assis-toi. Bon. Et alors là, tu vas, ça va pas te plaire. Il a bien raison. Voilà. Et là, ça va pas lui plaire. Voilà, il met du temps. Oui. Normalement, il est beaucoup plus réactif que ça. En fait, là, Ouais, mais là, voilà, là, il a Brian Nao. Il a même pas Allez, détecté. relève-toi. alors. Vu que tu l'as fait une rotation, en fait, il a même pas compris qu'il a... Ouch! Voilà. Allez. Oh, j'étais bien partie. Ah, il y avait marre, je te couche et tu vas voir. Ah.
puis dans un moment, tu vas t'éteindre tout seul. Allez, je te laisse. Alors du coup là, en fait, on a voulu faire une petite introduction avec Nao. En fait, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui pensent que Nao c'est une IA, donc un robot en fait capable de faire un peu tout ce qu'il veut, se balader, etc. De découvrir son monde. C'est pas du tout le cas pour l'instant. En fait, Nao, si on le prend dans la version de base faite par les usines, c'est un tableau avec des correspondances. Donc quand vous allez lui parler, en fait, imaginez un tableur Excel avec plein de phrases. Et du coup, quand vous parlez, lui, il enregistre une piste audio. Cette piste audio est transformée en texte. Et du coup, lui, il va vérifier est-ce que ce texte-là correspond à plus ou moins X%. Donc, par exemple, admettons, il a 90% de correspondance. Ben, il va regarder dans son tableau qu'est-ce que je réponds. Donc, en fait, il n'a aucune idée de ce qu'il répond. En fait, il va juste répondre. Tu veux vraiment que je m'asseye? Voilà, vous voyez, c'est uniquement des maths. Non. C'est que des maths. Et du coup, en fait, c'est je pas une reste IA. debout alors. Oui. C'est pas du tout une IA. Non. Je m'appelle Nao. Je ne peux pas me connecter au réseau. Si on lui appuie sur son torse, il nous donne son adresse. En fait, on Désolé, voit ça n'a pas. la différence entre une IA et entre guillemets des robots ou des algorithmes qui semblent intelligents. On va repartir un peu aux sources et on va commencer par parler du coup un peu de l'historique, aussi bien en fait de l'informatique, et après on va voir un peu comment marche une IA et de quoi en fait des prérequis qu'on a besoin pour faire marcher une IA. Donc là, je sais pas, tout à l'heure j'ai un monsieur qui a reconnu. Donc ici en fait vous avez une dame, donc Ada Lovelace. Donc cette photo là vous ne pouvez pas la trouver sur internet. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé une IA pour la générer. Ça tombait bien en fait, vu qu'on parle d'IA, du coup j'ai utilisé une IA et j'ai demandé à l'intelligence artificielle de générer une photo d'Ada Lovelace du coup, et du coup il a trouvé une correspondance, donc il a généré ça. Donc c'est une photo complètement inventée. Donc là ici Ada Lovelace, en fait pourquoi je parle de cette dame? En fait aujourd'hui elle est considérée du coup comme l'une des premières programmeuses au monde. C'est elle qui a travaillé donc, avec Charles Babbage donc, sur la machine analytique, donc dans les années 1830. Donc en fait c'est elle qui a mis au point, on va dire, les premiers travaux pour ensuite mettre en fait, au point ce qu'on appelle aujourd'hui la programmation. Donc c'est elle qui a travaillé sur ça au début. On ne peut pas parler d'IA sans parler d'Alan Turing. Donc en fait, Alan Turing, il a été entre guillemets l'un des pères de l'informatique. Donc qu'est-ce qu'il a fait en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale? Je ne sais pas si vous connaissez le film Imitation Game. Oui. Et bien en fait, ce film-là, il retrace l'histoire en fait. Donc tout autour de ce qu'on appelle la machine Enigma. Donc cette machine-là, c'était la machine utilisée par les Allemands, par l'armée allemande, pour chiffrer les communications. Le souci, c'est que ces communications, une fois qu'elles étaient chiffrées, vous avez beau mettre, je sais pas, des centaines d'informaticiens dessus, des mathématiciens à l'époque, vu le nombre de combinaisons, en fait, vu que le code tournait tous les jours, en fait, on n'avait pas la possibilité de venir casser. Ou des fois, on trouvait quelques codes, mais c'était vraiment à la marge, donc c'était pas suffisant. Du coup, lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Alan Turing, il a voulu mettre au point une machine. Il voulait pas travailler sur des méthodes purement mathématiques sur papier, parce qu'en fait, il savait que pour un travail comme ça, il fallait une machine reprogrammable. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inventé, donc ce qu'on voit ici, en fait, on appelle ça la bombe. Donc, on est d'accord, c'est une bombe, non pas au sens littéral, militaire du terme, quelque chose qui explose, mais c'est une bombe électromécanique. Donc, c'est une machine reprogrammable. Donc, vous avez plein de rotors. Ces rotors-là, en fait, vont tester des combinaisons. Et l'avantage, c'est que ça, tous les jours, on va pouvoir reprogrammer la machine au lieu de, entre guillemets, de trouver une méthode et de faire toujours la même chose chaque jour. Et bien, en fait, là, c'est la machine qui va travailler pour nous. Et en fait, tous les jours, on va pouvoir juste la reprogrammer avec quelques messages reçus, en fait, chiffrés. On va les mettre dans la machine et elle va tester toutes les combinaisons. Donc, du coup, c'est ce qu'il a mis au point avec toute une équipe. Et grâce à ça, ils ont réussi du coup à décoder donc pendant la Seconde Guerre mondiale les messages allemands. Et c'était du coup un avantage considérable pour gagner la guerre. Donc après ça, là je fais un petit bond en avant. Peu après la guerre, donc en 1947, donc avec le laboratoire Bell Labs, donc il y a 3 ingénieurs qui ont travaillé sur non pas une œuvre d'art, mais le premier transistor. Donc ce que vous avez ici, c'est le premier transistor, qui ensuite, après quelques années, s'est transformé en composant qui ressemble à ça. Et maintenant, dans les processeurs, on va le voir juste après, c'est en fait de l'ordre du nanomètre. Donc on va voir juste après. Donc pour cette invention-là, on a donc les 3 ingénieurs, donc John Bradin, William Shockley et Walter Bryant, qui ont reçu du coup, peu après, en 1954, donc ils ont reçu le prix Nobel pour cette invention-là. Donc toujours dans les mêmes temps, donc dans les années 50, Alan Turing s'est posé une question, et c'est ça en fait qui a mis la base, entre guillemets, qui a créé, on va dire, l'envie de créer ce qu'on appelle des IA aujourd'hui. Donc il s'est posé une question, si on a une machine suffisamment complexe, est-ce qu'en fait un ordinateur pourrait penser? Est-ce qu'une machine peut penser? Alors on ne parle pas de conscience, mais est-ce qu'elle peut penser? Donc c'est un peu différent.
Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait dans les années 50? Il a créé ce qu'on appelle le test de Turing. Qu'est-ce que c'est le test de Turing? Vous mettez deux entités, donc A et B. Donc A ici, c'est un ordinateur dans une pièce. Ils vont échanger entre eux sous format texte. Ils s'envoient du texte. Et il y a un autre observateur qui lit la conversation entre les deux. Et il doit déterminer du coup qui de A et de B est l'humain. S'il n'y parvient pas, ben on dit que le test de Turing en fait est complet. Et du coup l'IA gagne, entre guillemets, gagne la partie. Alors sur du texte, aujourd'hui c'est très facile. Là si je fais un petit programme avec 10 lignes de Python, par exemple je fais parler quelqu'un, un humain, avec ChatGPT, donc ils parlent entre eux, ou même n'importe quelle IA qui est gratuite aujourd'hui. Vous discutez, il y a une autre personne qui lit ça, et en fait c'est quasiment impossible de savoir qui est l'humain dans les deux. Après des fois on pourrait se dire, ok, on va regarder par exemple le texte s'il est trop propre. Si c'est trop propre, avec des phrases trop élaborées, etc., on va dire, bah, ça c'est la machine, elle se trompe jamais, etc. Mais en fait on peut aller au-delà, parce que par exemple avec des modèles comme ChatGPT, on pourrait dire à ChatGPT, bah, fais exprès, fais des fautes d'orthographe, etc., fais des répétitions ou autre, on peut tout faire. Et du coup on va simuler potentiellement un humain qui est derrière. Donc c'est ça qui, aujourd'hui, le test d'Alan Turing a été modifié, parce qu'aujourd'hui, là je pourrais par exemple faire sonner de votre téléphone, et à l'autre bout du fil, c'est un humain qui vous parle, une machine qui vous parle, mais c'est de la voix. Et du coup, en fait, vous n'avez aucune idée, est-ce que c'est un humain ou pas? Et en fait, si je peux prédire en fait, la conversation, si j'axe la conversation, par exemple, je sais pas, on va parler de cette conférence ce soir, en fait, je pré-enregistre plein de séquences, et du coup, je vais générer de la voix, et en plus, au téléphone, c'est pas mal, parce que du coup, s'il y a la voix un peu dégradée, vous n'allez pas y faire attention. Et aujourd'hui, il y a plein de services téléphoniques, en fait, des fois on appelle et on ne sait pas, est-ce que c'est un humain ou pas? Du coup, aujourd'hui, tout est automatisé. Donc peu après, donc toujours dans les années 50, donc toujours avec le laboratoire Bells, donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont exploité leur trouvaille, donc le transistor, avec l'un des premiers ordinateurs à base de transistors, donc cet ordinateur-là, il avait environ 700 transistors. On peut imaginer, là, dans l'angle, vous aviez une énorme machine, avec donc beaucoup moins de câbles qu'avant, parce que du coup on passait de lampes ici avec des modules avec des transistors, à base de transistors. Donc ça devenait beaucoup plus compact, ça consommait moins et c'était beaucoup plus fiable. Ici, vu que c'était à base de lampes, c'était pas fiable, il fallait changer à part toutes les X heures. Donc en fait, il fallait des opérateurs, à chaque fois il fallait venir les remplacer, donc ça prenait du temps. Et ça consommait énormément. Donc là, je vais vous parler d'autre chose pour vraiment voir en fait dans quelle proportion on a évolué. Donc c'est intéressant, c'est pas un informaticien qui a inventé la loi de Moore, c'est un physicien. Et du coup, en fait, il faisait la chimie et la physique, il faisait les deux. Et en fait, qu'est-ce qu'il a inventé? Il a prédit donc, une loi qui dit que tous les 2 ans, du coup, la puissance informatique, avec le même coût énergétique, allait doubler. Donc en fait, ça s'est avéré vrai. On a doublé quasiment au début, c'était tous les ans, puis après tous les 2 ans. Aujourd'hui, en fait, ici, on se rend compte qu'on est limité par le support physique. En fait, le matériel, en fait, maintenant, on va graver tellement petit qu'on a trop de problèmes. Donc là, Intel, par exemple, ils sont en train de travailler sur un nouveau support pour aller encore au-delà. Si on regarde ici, quand même, on voit ici le nombre de transistors. Donc on a vu tout à l'heure, l'ordinateur, il avait 700 transistors. Là, maintenant, on parle en milliards de transistors. Tout à l'heure, c'était 700 transistors dans une machine qui faisait la moitié de la pièce. Là, maintenant, vous prenez une petite puce, vous avez des milliards de transistors. Bon, là, on est vraiment c'est du nanomètre. On va graver sur du silicium, et c'est du nanomètre. Donc là, pour vous faire une petite comparaison rapide, ici en 54, vous avez donc un ordinateur qui fait toute la pièce, quasiment, la moitié de la pièce ici. Donc 700 transistors. En 97, là, vous avez un Pentium 2, donc avec 7,5 millions de transistors, donc c'est déjà énorme. Donc une petite puce. Et là, regardez, par exemple, en 2019, là du coup, j'ai pris l'exemple avec AMD, mais il y en a d'autres. Là, on est en milliards. Donc là, cette puce, elle a 40 milliards de transistors. Donc là, vu qu'ils ont eu des problèmes entre guillemets de taille, parce qu'on ne peut pas en fait miniaturiser à 100%, en fait, on ne peut pas graver de plus en plus petit. Au bout d'un moment, on a des problèmes physiques. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, ils ont un peu triché. Ils ont agrandi la taille du processeur. Là, cette puce-là a fait quasiment le double de cette puce-là. Ils ont un peu triché. Ils ne rentrent pas tout à fait dans la loi de Moore, si on voudrait regarder un peu plus en détail. Donc là, on a parlé un peu hardware, on en reparlera juste après, parce qu'on en a besoin pour comprendre qu'est-ce que c'est Internet et le web. Donc là, juste avant, pour vous parler un peu de l'histoire de l'IA, en fait, on aurait pu, à un certain temps, en fait, ne pas avoir d'IA du tout, parce que juste après donc, le test de Turing, donc l'invention du test de Turing, il s'est passé ce qu'on appelle l'hiver de l'IA. En fait, il y avait peu d'investissements, donc c'était uniquement des chercheurs, donc beaucoup de mathématiciens. Ils travaillaient donc quasiment que sur papier, ils faisaient un peu de tests
avec des ordinateurs, mais à l'époque l'informatique était c'était vraiment le début. Donc là il y avait peu d'entreprises qui s'intéressaient à ça. Et du coup c'est uniquement la défaite de Garry Kasparov du coup aux échecs devant du coup une IA qui a relancé la machine. Et c'est là où du coup tout le monde s'est dit ok, il faut mettre de l'argent, il faut être sur le coup, parce que du coup ça peut être très puissant. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc après, je fais des bonds un peu dans le temps parce qu'il y a énormément de littérature à ce sujet-là, donc en fait, on est obligé de faire des raccourcis. Donc après, Deep Blue versus Garry Kasparov, donc en 2011, on a Watson donc, qui bat un humain, une équipe d'humains à Jeopardy, donc l'équivalent de Question pour un champion. Ensuite, on fait encore un bond dans le temps avec AlphaGo. Là, AlphaGo, du coup, je ne sais pas si vous connaissez tous le jeu de Go. Le jeu de Go, en termes de complexité, c'est encore un cran au-dessus. Vous avez donc les échecs, et après, le jeu de Go, c'est encore... En termes de complexité, c'est beaucoup plus dur. On ne peut pas en fait prédire tous les coups du joueur, c'est pas possible. Donc il faut en fait refaire mathématiquement les réseaux pour être encore entre guillemets plus intelligent, plus malin, parce qu'on ne peut pas, avant les échecs en fait on prédisait tous les coups. Et du coup la machine, en fait vous déplacez un pion et elle prédisait 10, 20, 30, 100 coups à l'avance. Donc là au jeu de Go on ne peut pas vraiment faire la même chose. Donc voilà 2015 et 2017, juste après, Merci. donc en 2019, au revoir. Sur l'année 2019, là il y a eu énormément de choses. Et là en fait les IA, donc la première, Plurivirus, donc en fait elle a réussi à battre des joueurs, donc d'abord 2 joueurs au poker, et ensuite une équipe de 5 joueurs au poker. Donc en fait quelque chose qu'on pensait purement humain, le fait de comprendre les émotions, etc. et de battre quelqu'un au poker, et bien en fait l'IA elle a réussi à le faire. Donc pareil, après en 2019 toujours, donc OpenIA, donc les créateurs aujourd'hui de ChatGPT, donc ils ont réussi à battre les meilleurs joueurs, donc les champions du monde de Dota 2, donc c'est un jeu de stratégie qui est encore au-delà du jeu de Go. Et toujours la même année, donc DeepMind, donc Google, ils ont réussi là aussi à battre donc 98% des meilleurs joueurs du monde. Donc, ils n'arrivent pas encore tous les battre, il y a encore 2% qui leur résistent. Mais comment? C'est parce que ça, c'est un jeu de guerre. Alors ça, c'est StarCraft. Donc ça promet dans les futures guerres. Alors potentiellement oui, parce que voilà, ces 2 jeux-là, c'est ce qu'on appelle donc des jeux entre guillemets de combat, des jeux de stratégie. On doit gérer de l'énergie et en fait on doit construire, alors dans celui-ci, on doit construire une base et attaquer d'autres personnes. Et là pour l'instant en fait il faut voir à long terme, en fait ce qu'il faut c'est se projeter entre guillemets dans l'avenir, et au début l'IA n'arrivait pas à faire ça. C'était quelque chose de purement humain, de prédire, de prévoir, etc. Donc autre chose, donc aujourd'hui en fait là pourquoi je vais vous parler d'internet, parce qu'en fait sans internet on n'aurait pas d'IA, donc on va voir pourquoi. Au tout début d'internet c'était quoi? Donc c'était un projet purement militaire. Donc au début aux États-Unis, donc en 69, on n'avait que quelques points. C'était la DARPA, du coup l'agence américaine en fait qui recherchait un moyen en fait de communiquer pour avoir un système de défense toujours opérationnel. En fait le but c'était de pouvoir envoyer des missiles, etc. et de protéger les États-Unis. Donc ce réseau-là, il s'est après démocratisé, il s'est tendu un peu aux universités pour devenir l'internet d'aujourd'hui. En fait, qu'est-ce qui s'est passé à un moment? L'électronique a chuté au niveau des prix. Donc en fait, tout ce qui est fibre optique, routeur, etc., en fait, tous les éléments indispensables au réseau, c'est devenu moins cher, donc ça a pu se diffuser. Sans ça, pareil, on n'aurait pas eu de réseau. Donc aujourd'hui, on a Internet, c'est ça. Donc en fait, on ne voit pas tous les câbles sur Terre, bien sûr, parce que sinon la carte, on verrait rien. Donc là, vous voyez que les câbles principaux, donc en fait, c'est ce qu'on appelle des backbones. Donc en fait, c'est des gros câbles de fibre optique protégés, parce qu'ils sont sous l'eau du coup. Et à l'intérieur, vous avez des dizaines de fibres optiques. Sachant que certains câbles sont payés en fait par des grosses banques. Ceux qui font beaucoup de trading, en fait, des fois ils vont poser un câble, ça va coûter des millions, mais eux en fait ils vont gagner des milliards parce qu'en fait ils vont faire du trade, donc du trading à haute fréquence. Donc en fait oui, c'est à la nanoseconde qu'ils vont acheter et vendre des choses. Voilà. Donc autre chose, donc en fait il faut bien faire la différence entre Internet et le web. Internet, donc c'est le réseau physique, donc c'est le support physique, en gros le fil si vous préférez, et le web c'est toutes les datas qui sont stockées dessus. Donc regardez en fait, pour bien comprendre, donc vous, potentiellement vous êtes ici, donc vous avez votre maison, vous avez une box, donc vous avez ce qu'on appelle un FAI, un fournisseur d'accès, et ensuite en fait tous ces fournisseurs d'accès ils sont reliés entre eux. Et après tous ces fournisseurs sont reliés à tous les autres serveurs de données, donc au web. Donc il faut bien savoir que sans ça, on n'aurait pas eu en fait, sans Internet, on n'aurait pas eu la possibilité en fait de partager toutes les connaissances qu'on a en informatique à travers le monde. Donc en fait on n'aurait pas d'informatique moderne. Donc on n'aurait pas de réseaux sociaux, et vu qu'on n'a pas de réseaux sociaux, on n'aurait pas toutes les données qu'il faut pour entraîner les IA. En fait, c'est une chaîne en fait. À partir du moment où on a Internet, on a la possibilité d'échanger beaucoup d'informations, donc les scientifiques collaborent dans le monde entier,
Et à partir de là, on peut créer plein de choses, créer des réseaux sociaux. Avec ces réseaux, on collecte beaucoup de données, et ces données, on va les donner à l'IA pour qu'elle s'entraîne. Donc on va le voir juste après. Donc autre chose, il y a une idée reçue sur Internet en fait. Je pense que vous avez déjà entendu dans les médias parler de dark web ou deep web, etc. ou la face cachée en fait d'Internet. Alors en fait, il faut se dire que ça, en fait, en général, on dit que voilà, il y a tous les cybercriminels, ils sont là en gros, et en gros les gens normaux, ils sont là-haut. Alors en vrai, c'est pas vraiment vrai. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on va demander, en fait, je vais vous en parler juste après. On a une petite façon de faire. Par exemple, admettons que vous voulez cacher votre site sur Internet, vous pouvez. En fait, on a un logiciel, donc c'est un navigateur. Au lieu d'utiliser par exemple Firefox ou Chrome, vous allez utiliser ce navigateur-là, donc ça s'appelle Tor. Et en fait, vous allez pouvoir vous connecter à ces sites-là. Pourquoi en fait on ne peut pas y accéder via Chrome ou Firefox par exemple? C'est parce qu'en fait, on a un petit robot. Donc là, j'ai fait l'exemple avec le robot de Google. Mais en fait, tous les navigateurs, tous les moteurs de recherche, pardon, donc Google, Yahoo ou autres, ils ont tous un petit robot. Alors ils en ont plein, hein. En fait, ils se baladent sur les sites, en fait, Internet, et ils vont venir, en fait, référencer votre site. Je sais pas, par exemple, vous avez un site pour le jardinage, le robot, il va arriver, il va voir de quoi vous parlez, il va dire, ok, bah, vous avez tel nom de domaine, et vous faites, en fait, telle activité, entre guillemets, vous présentez tel contenu. Il va prendre ça, et après, il va l'indexer dans sa base de données, comme ça, quelqu'un, quand il va passer, je sais pas, comment faire ça dans le jardin, et ben, en fait, il va avoir le résultat. Et ben là, nous, qu'est-ce qu'on peut faire, si c'est mon site et que je veux pas qu'il soit référencé chez Google, ben, quand le robot arrive, je dis au robot, ben non. En gros, je bannis le robot. Il arrive, mais il repart. Parce qu'en fait, moi, je le refuse de venir lire mon contenu. Et du coup, en fait, en faisant ça, je cache. Après, il y a une autre petite manip pour être sur Tor, mais en fait, je cache mon site. Voilà. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le référencement. Là, en fait, on va faire exprès de déférencer notre site. En général, c'est l'inverse. On veut que notre site arrive dans les premiers résultats. Et ben là, il y en a certains, ils veulent cacher leur site. Donc autre chose, donc on a parlé un peu d'Internet, on a parlé d'une autre denrée donc obligatoire pour l'IA, c'est ce qu'on appelle la donnée, la data en anglais. Il faut savoir du coup que sur vos disques durs, vous avez plein de fichiers stockés, et on est d'accord, c'est stocké sous forme de binaire, il n'y a pas de problème. Sans ces fichiers-là, c'est pareil, aujourd'hui en fait une IA ne peut pas travailler sans données. Sans données, on n'a pas d'IA. Donc ces données-là en fait sont vraiment capitales, et aujourd'hui en fait, à chaque fois que vous inscrivez sur un compte, alors, vous créez un compte en ligne, et ben en fait, vous leur donnez vos données. En fait. Donc c'est dangereux. Autre chose, donc on a parlé d'Internet et on a parlé des données. Donc là, je pense que vous connaissez tous plus ou moins à quoi ressemble une tour d'ordinateur, mais vous n'avez pas forcément regardé le contenu à l'intérieur. Donc ça, en fait, c'est le contenu que vous pouvez trouver dans une tour classique d'ordinateur. Dans un ordi portable, c'est sensiblement la même chose, sauf que ça a été réduit, on est d'accord. Autre chose, je pense que vous n'avez jamais vu, c'est ce genre de choses-là. Ça, on appelle ça une lame. En fait, c'est ce qu'on appelle un serveur. En général, quand on parle d'Internet, on ne comprend pas vraiment comment ça fonctionne. En fait, on voit les câbles, ok, on voit un peu les câbles, mais en fait, comment on stocke tout ça? En fait, il faut imaginer ce qu'on appelle les data centers, c'est des dizaines, voire des centaines en fait, de lames comme ça, qui sont raquées, en fait, on va les installer dans des armoires. Et par exemple, si on prend l'exemple de Marseille, bah, vous avez des hangars complets à côté du port. Pourquoi? Parce qu'on a besoin en fait, de l'eau qui est à côté pour tout le système de climatisation. Et du coup, l'avantage de le mettre à côté d'un port, en plus on a l'avantage aussi donc, de l'eau et surtout en fait, des backbones, donc les gros tuyaux, les gros câbles qui arrivent, ils arrivent au niveau des ports. Donc en fait, on a une meilleure connexion et on a de l'eau pour refroidir. Donc en fait, il faut imaginer, voilà, Internet aujourd'hui, donc plutôt le web, toutes vos données sont stockées sur des machines comme ça, qui consomment énormément, on va en parler juste après. Donc là, en fait, c'est l'exemple justement type. Aujourd'hui, en fait, tous les pays se font une guerre pour être, entre guillemets, celui qui a le plus gros supercalculateur. Donc, on a parlé serveur, on a parlé cloud. En fait, tout ce qui est cloud, du coup, les data centers, nous, en fait, on en utilise qui sont vraiment, entre guillemets, basiques. On utilise des data centers qui sont lents. Il y a pas besoin, nous, on n'a pas besoin de rapidité, entre guillemets. On va mettre quelques photos, par exemple, sur Google Drive ou autre. Et nous, en fait, bah, si c'est pas très rapide, on ne va pas vraiment le voir à notre niveau. Par contre, les États, donc certaines entreprises, ils ont besoin, eux, d'avoir une puissance de calcul énorme. Par exemple, pour le Covid, ils ont utilisé des data centers, donc en fait des supercalculateurs, pour faire quoi? Pour recalculer plein de choses et en fait créer par exemple le meilleur vaccin, entre guillemets. Alors après, on va pas parler du vaccin, mais en fait on peut faire du repliement en fait, de protéines. Alors c'est un peu compliqué, c'est pas mon domaine. Mais en fait, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui on est rentré dans une nouvelle ère au niveau du calcul. Avant on était dans ce qu'on appelle le pétaflop, maintenant on est dans l'hexaflop. L'hexaflop c'est ce nombre qui est là. 1,1 milliard d'opérations par seconde. C'est par seconde.
Là où en fait avant donc c'était les Chinois qui étaient donc maîtres, eux ils étaient à 400 millions d'opérations à la seconde. Là les Américains ils sont repassés devant avec 1,1 milliard d'opérations à la seconde, donc c'est énorme. Là où heureusement entre guillemets, après on met entre guillemets parce que pour l'instant il y a une limite, mais dans pas longtemps cette limite va être enlevée. En fait le département d'énergie américain a imposé ce qu'on appelle un mur d'énergie. En fait, il a mis une norme pour toutes les entreprises qui font des supercalculateurs. Ils ont dit, OK, vous avez le droit de faire des supercalculateurs, mais vous devez optimiser pour ne pas dépasser les 20 MW par supercalculateur. Alors, pour l'instant, ils mettent cette limite, mais en fait, on pourrait dire, à la limite, cette limite-là, c'est à peu près 20 000, on va vulgariser, on va dire, c'est une petite ville de 20 000 habitants, une consommation. Donc, c'est énorme. En une journée. Juste ça, c'est... Par jour. C'est juste, en fait, pour un supercalculateur. Là où ça, entre guillemets, ça devient inquiétant, c'est que la Chine, ils ont annoncé, alors est-ce que c'est vrai ou pas, ils ont annoncé qu'ils voulaient être eux à 300 hexa. Vous imaginez 300 fois la puissance des Américains. Alors est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? En soi, ils peuvent le faire, sauf que potentiellement leur installation va peut-être consommer l'équivalent d'un réacteur nucléaire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est entre guillemets facile d'arriver à faire un super ordinateur. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on trouve des énormes hangars avec suffisamment d'électricité, on assemble tout ça et ça marche. Là où c'est plus dur, c'est d'arriver à l'optimiser pour avoir la puissance de calcul tout en consommant moins. Là, c'est compliqué. Parce que pour faire ça, ils ont dû réécrire quasiment tous les programmes pour qu'ils soient optimisés, pour qu'ils consomment moins. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a l'impression que quand on crée un logiciel, entre guillemets, on le fait et c'est tout, en fait, ça marche ou ça marche pas. En fait, il y a des façons de l'écrire. Plus on va écrire, en fait, plus on va optimiser notre code, moins il va consommer. Et c'est ça, en fait, ce qui est compliqué aujourd'hui. Et là, en fait, ils ont fait quand même une prouesse, c'est pour ça qu'ils sont dans le top. En fait, il y a un nouveau classement maintenant, ça s'appelle le top green. En fait, c'est les meilleurs serveurs, en fait, les plus verts, on va dire. Alors, même si c'est pas vraiment vert, parce que ça consomme quand même énormément.